Blaise, Merci. à toi. Dès qu'on voit le mot débat, Un, deux, test. à la parole à tout le Attendez. monde. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est moi qu'on a invité pour foutre le bordel et enchaîner avec une série de diapositives pour répondre à la fameuse question avant le débat. Alors, la première, prévention des blessures, quelles sont les bases de nos recommandations? Alors, avant de commencer, je veux faire un postulat. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Et je ne crois pas qu'on va débattre sur ce sujet-là, surtout pas avec des physiologistes, parce qu'en fin de compte, c'est la base de l'entraînement pour s'améliorer. Et quand on veut se solidifier, être plus résistant aux blessures, c'est aussi la base de nos recommandations. Un bon exemple de ça, en fin de compte, c'est l'arthrose chez le coureur. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a bon nombre d'études qui montrent que les coureurs n'ont pas plus d'arthrose que les non-coureurs. C'est-à-dire que quand on stresse notre corps, on a une réaction d'adaptation qui s'ensuit et les cartilages de coureurs sont plus solides et plus résistants que des personnes sédentaires. Quand on parle de la cause des blessures, je vous parle de l'arthrose parce que quand on parle de la cause des blessures, 80% de la cause viennent d'une sphère essentielle qui est le stress mécanique trop important. Alors, on va parler de débat de chaussures parce que c'est ça qui nous passionne tous et c'est ça le titre de la conférence, mais je crois que la chaussure a un rôle très secondaire à jouer dans la prévention des blessures ou même dans la cause des blessures. En fin de compte, la majorité vient de cette fameuse sphère qui est le stress mécanique trop important. Pour vous l'expliquer brièvement, la quantification du stress est propre à chacun. Il y en a qui ont une capacité à tolérer le stress qui est très haut, il y en a qui ont une capacité qui est très bas. Pour vous donner l'exemple du sédentaire, il va me consulter à la clinique pour une douleur au tendon d'Achille parce qu'il a marché 30 minutes. Sa capacité est tellement faible que juste un stress de 30 minutes de marche est suffisant pour réveiller chez lui une pathologie quelconque. Je le compare au marathonien qui, lui, finalement, va me consulter pour la même pathologie, la même douleur au tendon d'Achille, mais parce qu'il a couru 42 km. En fait, ça va être le même traitement, c'est la même physiopatho. La différence, c'est que leur seuil de tolérance est différent. Ce que j'explique à ces deux patients, c'est que s'ils sont constamment dans une zone qu'on appelle de désadaptation, c'est-à-dire que le stress appliqué sur leur corps est trop peu, minimal, ils vont se déconditionner. Ils vont perdre la capacité à subir du stress mécanique. À l'inverse, s'ils en font trop, ils dépassent leur capacité maximale et vont fragiliser leurs tissus, les rendre moins tolérants au stress et s'ils n'attendent pas d'avoir pleinement récupéré, ils vont s'enliser dans un processus pathologique. Ils vont devenir graduellement blessés. Alors, j'explique à ces deux patients qu'il faut être dans la bonne zone, mettre un stress minimal pour stimuler notre corps, mais sans jamais dépasser notre capacité maximale. Donc, à 98% de tous les coureurs qui viennent me voir à la clinique, je leur explique la quantification du stress mécanique. Ce fameux outil, en fin de compte, si vous ne faites rien, ce n'est pas bon. Si vous en faites trop, votre corps va vous le dire, douleur pendant, douleur après, raideur matinale, genou qui gonfle et ainsi de suite. Et ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'ils soient dans la bonne zone. Et à force d'être dans cette zone idéale, les adaptations tissulaires vont s'en suivre et vous allez développer des tissus plus tolérants et vous allez devenir plus résistant au stress et capable de courir de plus en plus de volume. Donc, à la question, qu'est-ce qui est important dans la prévention des blessures? C'est d'abord et avant tout la bonne quantification du stress mécanique. Les chaussures et la biomécanique ont un rôle très intéressant pour en discuter, mais probablement secondaire, ou du moins secondaire à mon avis, sur la prévention des blessures. Vous voulez prévenir les blessures, vous pouvez aussi vous solidifier, faire des exercices de gainage et autres, qui a un petit rôle aussi intéressant, et probablement bien à la fin, vous faire des séances de stretching particulières qu'on peut personnaliser, bien évidemment, selon les individus. En gros, c'est ça mes recommandations. Messieurs, débat. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui veut commencer? Oui, alors pas oublier qu'on peut se blesser avec une mauvaise chaussure et que le choix d'une chaussure est toujours important quand même pour la pratique du geste sportif. La course à pied, la chaussure est quand même quelque chose d'important. Et si la chaussure ne peut pas soigner, par contre, elle peut éviter de se blesser quelque part. Alors, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je pense que la chaussure peut avoir un rôle dans le traitement de certaines pathologies par rapport aux effets cinétiques et cinématiques qu'elle amène, c'est-à-dire son rôle sur la biomécanique.
Je pense que son rôle dans la prévention est beaucoup trop mis de l'avant et je pense que le facteur principal qui peut être associé au fait qu'on se blesse à cause d'une chaussure, c'est par rapport à un changement de type de chaussure d'un côté ou de l'autre et que la chaussure elle-même a un rôle très secondaire. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut ne pas se blesser en étant minimaliste et on peut ne pas se blesser en étant maximaliste, si on dose bien notre stress mécanique. Je rapproche le micro, j'ai 1 minute. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la pyramide, là. Parce qu'en fait, la quantification du stress mécanique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, on quantifie, on mesure quelque chose. Mais en fait, pour chaque personne, c'est un stress différent qui va causer des effets différents et une adaptation positive ou négative différente. Donc, en fait, j'ai un peu de peine avec cette notion de quantification qui ne prend pas en compte les particularités de chaque coureur. Quel serait ton commentaire par rapport à ça? Alors, en fait, quand je parle de quantification du stress mécanique, je le vois dans un sens très large, c'est-à-dire que pour chaque individu, il y a une quantification du stress mécanique à avoir. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus tolérants au stress ou qui ont des manières de courir précises qui font en sorte qu'ils sont tolérants à une quantité X de stress mécanique. Et si ces personnes dépassent leur capacité maximale, ils vont se blesser. S'ils restent dans une zone adéquate, ils ne se blesseront pas, peu importe leur biomécanique ou ainsi de suite. Donc, je suis d'accord avec toi, Boris, qu'il faut que la quantification du stress est quelque chose à personnaliser, mais ça reste, pour moi, 80% de la cause de toutes les blessures. Moi, j'ai une question sur les 80%, justement. Tu viens de nous dire que c'est extrêmement compliqué déjà de quantifier ce stress mécanique, et c'est vrai que dans une quantification, il faut être précis sur les variables qu'on utilise. Alors, est-ce que la fréquence des séances, est-ce que la qualité du sol, on ne peut pas tout ramener au type de chaussage? Et puis enfin, ensuite, j'aimerais bien que tu nous expliques d'où sort ce chiffre de 80%, parce que moi, je ne le connais pas. Alors, le chiffre ça fait très scientifique de sortir des pourcentages. Oui. Alors, j'aime parce que là, on tombe dans le débat à la Suisse. Alors, je réponds. Il est français. Grégoire Millet est français. Voilà. Ouais. Alors, non, mais c'est très bien. En fin de compte, quand on lit la littérature scientifique, on voit souvent le chiffre du 60%. Alors, tu as probablement lu de temps à autre le chiffre du 60%, qui est aussi valable que celui du 80%, donc qui est basé sur absolument rien du tout. Quand je dis 80%, c'est une opinion personnelle sur la cause des blessures. Et c'est pour mettre de l'avant l'importance du stress mécanique sur nos tissus et le lien avec les blessures, et de mettre de côté un peu la chaussure qui, je pense, prend beaucoup trop de place. Mais je suis obligé d'être d'accord avec toi que le 80% n'est basé sur absolument rien du tout. Expérience clinique et conviction personnelle, beaucoup plus que de la science. L'autre partie de la question, c'était comment on quantifie, et puis deuxièmement, quelles sont les variables qui permettent d'augmenter, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a un stress mécanique qui soit, parce que ça a l'air si important. Voilà. Alors, c'est là qu'on fait la différence entre les scientifiques et les cliniciens. En fait, il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question sur la prévention des fractures de stress. Comment est-ce qu'on peut quantifier le stress? Donc, il y a un papier assez intéressant qui a été publié où on faisait un facteur de multiplication entre le temps d'une activité X et le facteur de stress de cette fameuse activité. Donc, si on jouait, par exemple, au basket, le stress était beaucoup plus grand que la marche, qu'il était beaucoup plus grand que la natation, pour donner des chiffres grossiers. Alors, c'est des choses, encore une fois, un peu plus intuitives, qui ont été mis de l'avant dans certains papiers, mais sans qu'il y ait des choses très solides. Ça, c'est les scientifiques, c'est-à-dire essayer de formuler une formule pour essayer de quantifier et donner des chiffres précis. La réalité clinique est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand on court, exemple, sur la pointe des pieds, on va augmenter beaucoup le stress sur le tendon d'Achille. Si on attaque du talon, on augmente le stress sur la chaîne antérieure, donc le tibial antérieur. Qu'on court la même distance sur la même surface et que ça soit la même activité. Donc, en fin de compte, encore une fois, comme clinicien, la quantification du stress se base beaucoup plus sur la réponse de l'individu et du patient que sur des données très précises qui sont des chiffres qu'on essaye de quantifier. En fait, on a essayé à Québec d'élaborer sur cette fameuse quantification du stress avec Fabien Basset, qui est un chercheur à Québec, en fin de compte, d'essayer de dire comment on peut faire une formule pour cette fameuse quantification du stress. Et on s'est découragé par cet aspect clinique associé qui, voilà. Alors,
Si nous, on a droit à 1 minute, il faut aussi que tu racontes. Oui, oui, ça. non, moi, excusez. Je crois qu'il y a une confusion qui existe entre ce qu'on appelle les training loads, les charges d'entraînement, qui peuvent qui peuvent induire des adaptations qui sont évidemment d'ordre mécanique, mais aussi des adaptations d'ordre métabolique, physiologique, et on ne peut pas tout ramener au stress mécanique. Donc quand on nous dit on va quantifier le temps passé en basketball versus en natation, il y a tout un tas de modalités de quantification de cette charge d'entraînement. Et évidemment, on peut avoir la même charge d'entraînement d'un point de vue des réponses cardiovasculaires, le même temps passé à fréquence cardiaque, à pourcentage de VO2 max, avec des stress mécaniques sur une zone donnée. En particulier, ce qui nous intéresse, c'est le complexe pied-cheville, qui sont radicalement différentes. Je crois qu'on est d'accord là aussi. 100%. Et c'est pour ça que je ne parle pas de de quantification du stress physiologique, mais bien mécanique, dans le sens où quelle est la réponse de notre corps à un stress mécanique au niveau des adaptations tissulaires? Parce que si on parle de prévention des blessures, c'est ça qui nous intéresse. J'ai juste une remarque, moi, Blaise. Tu disais succinctement que le rôle de la chaussure était secondaire, d'après ce que j'ai entendu, par rapport aux préventions des blessures. Dans chacun de nos magasins spécialisés, on voit à peu près 300 coureurs par mois qui nous visitent. Oui. Je peux te promettre que si on met une chaussure à fond plat pour un pied hyper cambré, ou un fort pronateur qui vient avec une chaussure qui ne lui convient pas, il m'affirme lui-même qu'il s'est blessé à cause de la chaussure, sans forcément avoir des connaissances scientifiques. Je te parle du coureur qui ne connaît pas la science et la médecine et qui dit « je suis blessé, je présume que c'est ma chaussure ». C'est pour revenir aux 80% des blessures qui ne viendraient pas à cause des chaussures que je te fais. Alors c'est ça mon débat, c'est que moi je pense que les coureurs pensent que c'est la chaussure, mais que ce n'est pas la chaussure. Que la raison pour laquelle ils se sont blessés, c'est parce qu'ils ont fait trop de volume, trop d'intensité, trop de stress mécanique, trop vite. Dans la quantification du stress, il y a le fameux changement de chaussure. Donc si quelqu'un change une habitude auquel il n'est pas adapté, la quantité de stress appliquée sur ses tissus va changer et ça revient encore une fois à la fameuse quantification du stress mécanique. Donc un changement devra être graduel. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut changer chez les coureurs, c'est qu'ils arrêtent de penser que c'est la chaussure. Même si elle peut avoir un rôle, on s'entend. Je crois qu'il est quand même secondaire. Boris ou David? J'ai bien apprécié les graphiques sur le stress, c'est joli, donc c'est bien. Mais je reviens un peu sur cette quantification aussi au seuil, et tout ça que vous avez donné entre quelqu'un qui a un peu moins de... C'est un peu dangereux d'avoir ce genre de visualisation qui est très bien, parce que ça comprend bien. Mais est-ce que quand quelqu'un vient au cabinet te demander c'est quoi mon seuil, c'est quoi mon stress mécanique maximal, est-ce que tu es capable de donner des indications un peu plus précises par rapport aux différents cas? Alors, très bonne question. En fait, c'est un peu de l'expérience clinique pour savoir où on commence avec le sujet, mais le seuil est fixé par le sujet lui-même. Donc, quand je vais donner, par exemple, un programme de reprise de course à pied, qu'on quantifie et qu'on gradue très graduellement avec des minutes de plus à chaque sortie et ainsi de suite, je mentionne toujours au sujet, en lui exposant la quantification du stress en parallèle, que la vitesse à laquelle il peut progresser dans le programme est propre à lui. Il peut aller plus vite s'il se sent bien, il faut qu'il ralentisse si tout d'un coup son corps lui parle. Alors la quantification du stress, c'est justement ça, c'est de ne pas structurer des barèmes très précis, de donner des formules, mais de bien respecter comment le patient répond, parce que cette réponse est propre à chacun. Alors, Boris, on fait encore une question. Puis, préparez-vous aussi à quelques questions, parce qu'on va bientôt passer à sûrement un autre thème. Donc, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Boris? J'aimerais juste quand même recentrer sur le thème de ce premier sujet, prévention des blessures. La prévention des blessures alors, est un majeur en médecine du sport aujourd'hui, mais disons, les causes des blessures, on est encore loin d'avoir tout compris. Mais une chose qui est très très claire, c'est que ce n'est pas seulement la quantification du stress, c'est d'abord le fait d'avoir une blessure auparavant, qui augmente le risque d'avoir cette même blessure à nouveau. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Et puis ensuite, la préparation physique, donc musculation, qui est en haut de la pyramide ici, mais en petit, a en fait une composante extrême. Et tout ce qu'on fait pour prévenir les blessures, c'est d'essayer surtout d'augmenter la capacité physique, la préparation physique. Je crois que ça, faut quand même, c'est des messages importants. En fait, juste pour compléter, parce que je suis d'accord à 100%, les deux choses qui ressortent le plus dans la littérature, c'est justement previous injuries, donc on a déjà eu une pathologie, et les antécédents de stress mécanique. Et pour moi, ces deux facteurs-là reviennent encore une fois à la quantification du stress. C'est-à-dire si on a un seuil qui est très bas parce qu'on a peu d'habitude ou qu'on a une certaine fragilité qui nous rend vulnérables parce qu'on a un seuil plus bas, on est plus à risque de se blesser.
Voilà, c'est la définition de QSM, c'est ça? Qu'on discute ici. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez une question? Voilà, monsieur. Attendez, excusez-moi, monsieur, mais déplacez-vous. Bonsoir. Juste, à mon sens, et juste par expérience personnelle, il y a 2 facteurs qui ne sont pas représentés et qui jouent dans les blessures, encore une fois personnellement. C'est l'usure des chaussures et tout ce qui est hydratation, alimentation. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, par rapport à l'usure, il y a 3 études intéressantes qui ont montré que plus l'usure de la chaussure était grande, plus le risque de blessure était grand. Dont une étude quand même de qualité publiée il y a bien longtemps de Gardner en 88. Et en fait, la supposition de ces chercheurs initialement, c'était peut-être parce que les qualités d'absorption avaient diminué avec l'usure de la chaussure. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est simplement la déformation de la chaussure qui va emporter l'individu dans un vice biomécanique auquel il n'est pas adapté. Donc, quand vos chaussures commencent à être déformées, mal usées, je crois que c'est le temps de les changer et que ça pourrait devenir un facteur de blessures. Voilà. Sur la nutrition, je ne veux pas trop me prononcer. On est en dehors de mon champ de pratique et de compétences. Moi, je ne suis pas nutritionniste, mais disons, c'est vrai qu'on lit souvent hydratation, nutrition, c'est très important. On le répète d'ailleurs beaucoup aussi aux athlètes. Mais concrètement, au niveau de ce qu'on a comme étude pour dire que certains éléments de la nutrition jouent un rôle dans la prévention des blessures, on est très très loin de l'avoir montré. C'est clair que des états de manque chronique en apport énergétique chez quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui serait en carence en hydrate de carbone pendant ses entraînements de manière répétée, là, on a l'impression que ça fait quand même des stress plus importants sur les structures musculo-tendineuses et puis qu'on peut avoir des problèmes. Mais autrement, on a vraiment très très peu d'éléments pour ça. Alors tout ce qui est suppléments, etc., en prévention de blessures, on a zéro évidence. Il y a pas mal de gens qui ont été blessés, là. Ce qu'il faut comprendre aussi dans ce qui est la chaussure, par exemple, c'est que tout ce qui est la technologie des chaussures, telles que les amortis, tous les matériels qui servent à stabiliser, qui contrôlent la pronation, ce genre de choses, sont souvent des matériaux qui sont bien plus résistants que les nylons ou que d'autres matériaux de la chaussure. Les mousses EVA, par exemple, vieillissent beaucoup plus vite. Donc il y a une différence de vieillissement qui est très importante entre les matériaux employés dans la construction, toutes marques confondues. Donc en fait, souvent on dit la chaussure est morte, mais l'amorti n'est peut-être pas mort. La stabilité est morte, mais il reste encore quelque chose dans un autre côté. Donc c'est comme disait Blaise, c'est pas... Oui, moi je suis assez d'accord avec vous d'un côté. Je pense qu'une vieille chaussure peut provoquer aussi des blessures, mais pas toujours là où on croit. Je suis désolé, là maintenant on a fait normalement un quart d'heure sur ce point. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de cette pyramide proposée? Alors moi je suis d'avis que la quantification du stress est très importante. Donc, je ne suis pas d'accord. Donc, Boris, sur la formulation. En fait, c'est une question de formulation, mais si on y met tous tes points que tu avais indiqués dans cette base-là, est-ce que pour toi, comment tu... Mais je pense qu'il y a 3 lettres et il y en a 2 qui sont fausses. Quantification et puis mécanique. Il y a d'autres facteurs qui rentrent là-dedans et qui jouent autant un rôle que ces 2 lettres-là sur les 3. Juste pour finir peut-être sans prendre trop de temps pour répondre à monsieur, quand on parle de degré d'usure d'une chaussure, tu disais changer les croyances des gens, il faut savoir que toutes marques confondues, on dit souvent une chaussure 3 ans maximum, 1000-1200 km. C'est ce qui se dit, si tu veux, au niveau des différents fabricants. Il y a des gens qui ont une chaussure qui ont 10 ans, qui n'ont jamais eu de blessure, donc je reviens à ce que tu disais. Mais il y a d'autres personnes qui ont une chaussure et ils s'aperçoivent qu'après 500, 600, 700 km, ils changent leur point d'appui et ils pensent qu'ils se blessent à cause de ça, justement. Donc, degré d'usure de la chaussure, je pense que oui, il y a un rôle très important, plus que ce qu'on a l'air de dire dans le graphisme, d'après notre point de vue quotidien face au coureur. Alors, on n'est pas encore sur la section de la chaussure, mais je me permets de répondre à cette question parce qu'elle est quand même intéressante. Je pense qu'une usure de chaussure avancée, en fin de compte, c'est que l'aspect marketing autour de la chaussure nous a amené le fameux 800 à 1200 km pour la changer. Je pense qu'il faut sortir de ça et simplement, moi je connais des gens qui font 3000 km avec le même type de chaussure parce qu'ils ne la déforment peu. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder les qualités absorbantes, mais beaucoup plus l'effet biomécanique qu'elle va avoir sur le corps. Donc moi, plutôt que de mettre l'accent sur la quantification du stress mécanique, je crois qu'il faut surtout mettre l'accent sur les capacités d'adaptation et le niveau initial des coureurs. Donc le fait qu'ils aient un vécu, ainsi de suite, y compris sur des aspects anthropométriques et sur des aspects aussi purement mécaniques ou purement physiologiques. C'est la capacité d'adaptation, ça a été dit, on tourne autour du pot là, depuis un moment. Ouais. C'est effectivement lorsqu'il y a une transition d'un des facteurs mécaniques ou énergétiques, eh bien, ça se traduit par des états de surentraînement ou des blessures.
C'est aussi simple que ça, donc être progressif. Donc, quelque part, il faudrait un petit peu regarder pour trouver les bons mots pour décrire tout ça. Est-ce qu'il y a deux questions? Encore une question là, et puis après on passe à un autre thème. On est d'accord? Et puis après on passe à autre chose. Moi, j'ai comme l'impression qu'on a parlé tous de la même chose et on cherche des points pour débattre, mais que finalement on est d'accord sur à peu près tout. Non. Alors, j'ai une question pour monsieur. Suisse, je sais plus comment vous appelez, mais Blaise. comment baisse-t-on notre stress mécanique après une blessure ou un accident? Alors, après une blessure ou un accident, notre seuil va être réduit, notre capacité à tolérer du stress va réduire. Notre objectif, maximiser nos processus d'adaptation tissulaire pour restructurer le tissu, pour le rendre plus tolérant au stress. J'enseigne la quantification du stress mécanique en disant à l'individu, tu reprends la course très graduellement, sans que tu aies de douleur pendant, après ou de plus de raideur matinale. Et l'individu progresse dans un programme très graduel pour retourner à son niveau d'activité physique en quantifiant son stress mécanique. Donc, il faut de la patience quand on est blessé. Certainement. Et puis, reprendre la course quand on se sent vraiment bien et que la blessure a disparu. C'est un peu de ce que disait M. Gojanovic tout à l'heure. C'est souvent, je pense que parmi vous, beaucoup ont repris la course en étant encore un petit peu blessés avec des bobos, ce qui a peut-être accentué ou fait revivre la blessure. Alors, j'irai juste avec un petit bémol, mais je vous laisse répondre, mais juste que moi, je pense qu'il y a bon nombre de blessures qu'on peut se permettre quand même de stimuler et de stresser d'un point de vue structurel, anatomique, pour créer des adaptations. Donc, ce n'est pas toutes les blessures qui nécessitent un repos complet, certaines oui. Voilà. Le mot de la fin pour ce thème. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que si on est blessé ou pas blessé, l'important, c'est de quantifier la charge d'entraînement, pas seulement le stress mécanique, pour être progressif. Donc, alors, c'est une question de vocabulaire parce que je suis 100% d'accord avec vous. Voilà. Ouais. On passe à la... Vous êtes d'accord? Parce que là, on est déjà à 25 minutes. Et puis, on avait dit 15 minutes à 20 minutes. Donc, on voit qu'on n'est pas encore totalement d'accord sur les mots. Et puis, l'idée, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord, hein, c'était de débattre. Exact. Et puis, que chacun fasse son opinion par rapport aux différents arguments. Je crois qu'on a aussi mis en évidence que les aspects perceptifs, c'est-à-dire interroger les athlètes, ce sont des méthodes de quantification, alors du stress mécanique, on peut l'appeler autrement, qui sont tout à fait pertinentes. En physiologie, on utilise tout un tas d'indicateurs plus ou moins invasifs, et puis souvent on se rend compte que simplement des échelles de perception de l'effort vont nous donner des informations sur la réalité de l'exercice et le niveau de charge qui seront tout aussi pertinentes. Donc d'un point de vue clinique, on interroge sur le niveau de douleur et ainsi de suite. D'un point de vue physiologique, ça va être des échelles de RPE par exemple.